va avoir tout un voyage dans le temps avec l'évolution de l'homme sur la préhistoire, et ça va nous emmener sur la richesse humaine, c'est-à-dire avec toutes les découvertes qui ont pu être faites pendant des dizaines et des centaines de millions d'années. L'avantage de ce festival, c'est que vous aurez à la fois les réalisateurs qui viendront vous présenter les films, et surtout des archéologues qui répondront à vos questions si vous en avez après les projections. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux que ce festival puisse se tenir à nouveau ici à Amiens. Donc 36 ans déjà. Et puis donc une 18e édition qui, moi j'ai regardé le programme, effectivement, est très riche. Et ça nous fait très plaisir de vous accueillir toutes et tous ici à Amiens. J'imagine qu'il y a des personnes qui viennent d'un petit peu loin. Parce que Amiens, c'est une ville qui a une véritable histoire avec l'archéologie. Moi, dans un mandat précédent, j'ai été adjoint à l'urbanisme dans cette belle ville d'Amiens. Et effectivement, le fait d'avoir un service d'archéologie, quand il s'agit de faire les fouilles préventives et de regarder ce qu'il y a dans le sous-sol, il se trouve qu'à Amiens et dans la région, on trouve toujours des choses très, très intéressantes. Et ça nous permettait accessoirement de faire les choses à notre main. On a aussi l'INRAP qui est présente. Et c'est des belles institutions. Et c'est ce qui fait qu'à Amiens, vous avez parlé de Saint-Acheul. C'est vrai qu'on est un des rares endroits en France où le nom d'un quartier d'Amiens, Saint-Acheul, a donné le nom d'une période préhistorique. C'est quand même l'Achelien, qui est quand même quelque chose aussi d'assez exceptionnel. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long. Connu dans le monde entier. Et connu dans le monde entier. Donc c'est un motif de fierté. Et puis c'est aussi une source de rayonnement pour Amiens, mais aussi pour l'ensemble du territoire, parce que vous savez, les Hauts-de-France sont un territoire qui est vraiment pionnier et très en avance dans le domaine. C'est aussi un plaisir de vous voir ici au cinéma Pathé, parce que c'est un très très beau complexe. Hein. On a la chance en plus de l'avoir en centre-ville. Et c'est, je trouve, un formidable moyen de médiation. Le film, le documentaire, c'est un formidable moyen pour vulgariser, pour faire un peu la passerelle entre des choses qui sont très techniques, très scientifiques, et le tout public. Donc voilà, c'est plusieurs motifs de fierté. En tout cas, bravo à vous, et vous pouvez compter sur le soutien du Conseil régional de Hauts-de-France. Merci à vous. La question de savoir pourquoi ce festival se tient à Amiens ne se pose plus. La Somme est une véritable terre d'archéologie. Avec plus de 12 000 sites recensés, notre département figure parmi les plus riches d'Europe en la matière. Depuis une trentaine d'années, les fouilles préventives renouvellent profondément notre connaissance du passé. Elles éclairent la vie quotidienne de nos lointains ancêtres et enrichissent notre compréhension de l'histoire. Les recherches menées par l'INRAP, notamment lors de grands aménagements comme les tracés autoroutiers, les zones d'activité ou encore en ce moment le canal Seine-Nord-Europe, ont livré des dizaines de milliers de vestiges. Autant de témoignages qui racontent la longue et passionnante histoire de notre territoire, berceau de la préhistoire. Amiens occupe une place particulière dans cette histoire, avec des figures comme Boucher de Perthes, Albert Gaudry, Gabriel de Montillet ou Victor Caumont. Notre territoire a donné aussi son nom à des références majeures, Jean-Christophe en a parlé, des références majeures de la préhistoire comme l'Achelien ou l'Abbevillien. Les découvertes réalisées à Cahors, près d'Abbeville, nous ramènent jusqu'à l'homme de Néandertal, il y a 130 000 ans. À Renancourt, aux portes d'Amiens, les remarquables statuettes de Vénus témoignent du talent des artistes préhistoriques. L'une des plus belles est aujourd'hui exposée au musée de Picardie. Parce que ce patrimoine est un bien commun, le conseil départemental, j'ai oublié de te saluer, excuse-moi, Jean-Louis, pour le conseil départemental. Le conseil départemental s'engage activement pour son étude, sa conservation et sa transmission. Cet engagement se traduit notamment à travers le parc archéologique de Samara, le centre archéologique départemental de Ribemont-sur-Ancre, ainsi que le soutien apporté à de nombreux chantiers de fouilles. La jeunesse n'est pas oubliée, avec la diffusion chaque année d'une bande dessinée retraçant les aventures du Petit Hagard, enquêteur de l'histoire, porté par Gilles Prilot, le centre de Ribemont-sur-Ancre, ainsi que ses partenaires. Au-delà de notre territoire, ce 18e festival invite à de véritables voyages dans le temps et dans l'espace.
de l'Amazonie à la Chine, en passant par l'Égypte, la Gaule ou encore la Méditerranée, nous découvrirons les dernières avancées de la recherche archéologique. Le festival reviendra également sur un événement qui a marqué le monde entier, comme tu l'as dit tout à l'heure Ben, l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. Au-delà de l'émotion, ce drame a permis des découvertes majeures, révélant une part méconnue de l'histoire du monument. Mesdames et messieurs, chers amis, ce patrimoine constitue une fierté collective. Le conseil départemental est heureux de renouveler son soutien à ce festival, dont la richesse nous invite à mieux comprendre nos origines et la diversité de nos cultures. Donc c'est pas un hasard que ce festival puisse s'ébrouer ici d'édition en édition. Il y a ce patrimoine très riche qui est sous nos pieds, qui affleure en permanence. Il a certainement bénéficié de la présence de ce fleuve qui a attiré de nombreuses civilisations. En tout cas, voilà, on en bénéficie et on en est très content. On a souligné le rôle particulier que jouent les opérateurs publics en la matière, le service métropolitain d'archéologie et également l'INRAP. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite incise. On a parlé d'œuvres illustrées qui sont remises à des collégiens et je souligne les travaux que mon amie Colette fait de temps en temps de manière un petit peu brouillonne pour l'instant, mais qui pourrait, dans les années qui viennent, déboucher sur un ouvrage de plein exercice, et de rappeler les travaux de Pascal Depape aussi sur les rapports entre les hommes et les femmes dans des civilisations beaucoup plus anciennes que les nôtres. Ça doit nous inspirer pour mieux comprendre le monde qui est le nôtre aujourd'hui. On est à une époque où, en matière de culture scientifique, j'ai l'impression qu'un certain nombre de récits remettent en cause un certain nombre d'évidences. Et du coup, le travail, les documentaires, tout ce qui est fait ici doit contribuer à rétablir un certain nombre, non pas de vérités, mais d'évidences. Donc, on sera à vos côtés pour vous accompagner sur ce geste éducatif, pédagogique, mais pas seulement. C'est toute la culture scientifique qu'on veut encourager dans cette ville. Et puis, une dernière petite incise qui m'est venue en vous écoutant tout à l'heure sur la gratuité du festival. On voit bien aujourd'hui que pour accéder à toutes les formes de culture, il y a parfois des gens qui sont empêchés. Le frein financier existe et dans cette enceinte prestigieuse qui nous reçoit, le Pâté, si on peut contribuer un jour à abaisser le coût d'entrée de la place de cinéma, puisqu'on est l'un des plus chers, vous nous trouverez à nos côtés, Madame la Directrice, pour essayer de faire mieux en la matière. Voilà, en tout cas, Amiens est très fier d'accueillir ce festival et je vous souhaite effectivement de belles journées et de belles soirées. Merci. Mesdames et messieurs les bénévoles, que je tiens à saluer également parce que sans votre engagement, je pense qu'il n'y aurait pas ce festival, si j'ai bien suivi les différentes éditions. C'est un très grand honneur pour moi d'être parmi vous ce soir parce que c'est mon premier festival du film d'archéologie et j'en suis très honorée. Donc vous l'avez compris, monsieur le directeur régional des affaires culturelles, ne pouvant se rendre disponible ce soir, m'a demandé de le représenter et j'en suis absolument très honorée. Alors, je me disais en fait, en t'écoutant tard, 18e édition, c'est déjà la majorité finalement pour ce festival qui a tracé son chemin et qui semble créer la surprise d'une édition à l'autre. Bravo, parce que la pérennité des festivals, pour moi qui viens de Bretagne, est loin d'être acquise et on sait à quel point ils ont pu être fragilisés ces dernières années. Donc déjà, bravo pour cet engagement dans la durée et aussi par rapport à la qualité de ce qui est proposé. Vous avez contribué, les uns et les autres, à travers votre association, à changer et renouveler le regard sur le patrimoine archéologique en le rendant, cela a été dit par mes prédécesseurs, à la fois accessible et en le rendant en quelque sorte vivant. Je me permets de rappeler ici que l'archéologie, on peut la découvrir de 1000 manières. Alors on pense bien sûr aux chantiers de fouilles, on pense aux sites archéologiques, aux musées évidemment, mais je crois que le film est aussi, à travers le documentaire en particulier, un excellent biais pour découvrir cette discipline. Vous arrivez à allier différents intérêts, à la fois restituer les conditions de découverte des fouilles, qui sont toujours des moments fabuleux, comment on reconstitue sur un plan archéologique et comment on comprend, on interprète ce que l'on découvre,
quels sont les travaux de recherche qui mêlent différentes institutions, l'université bien sûr, les musées, les centres d'archéologie, les uns et les autres ont été cités déjà. Et vous avez aussi donc à cœur de restituer à travers cette semaine, cette folle semaine du festival, eh bien, les découvertes les plus récentes, puisque l'on propose des documentaires qui remontent à l'année 2024, donc il y a moins de 2 ans. Je me réjouis moi-même de pouvoir rencontrer chercheurs et archéologues, en plus des réalisateurs ou conservateurs qui sont dans cette salle. Alors en ce moment, la DRAC est très mobilisée à travers le canal Seine-Nord-Europe sur ce linéaire très long, à travers différentes fouilles. Et vous savez qu'en plus d'un engagement financier, c'est aussi un travail scientifique très fort qui est développé à cette occasion. Ce festival, je crois que c'est plus facile de le dire pour ce qui me concerne, c'est l'un des plus importants en Europe. Et au niveau de l'échelle nationale, j'en parlais avec Hilaire Multon justement, je crois pouvoir rappeler qu'il y a 2 festivals qui comptent, celui de Narbonne et celui d'Amiens. Donc finalement, une bonne couverture territoriale en ces 2 parties de notre hexagone. Je salue aussi l'engagement croisé des partenaires publics et privés et l'Université de Picardie qui a rejoint votre belle association cette année. Je me réjouis aussi de savoir que le musée de Picardie joue son rôle, puisque le dernier jour du festival, pour ceux qui n'auraient pas vu encore les films, eh bien, on a l'opportunité de venir voir ou revoir les films qui auront été primés. Et je dirais que le calendrier est parfait, puisque dans quelques jours, et monsieur le maire, j'espère ne rien dévoiler de secret, eh bien, nous aurons le plaisir de découvrir le réaménagement d'une partie des salles du musée de Picardie, notamment à travers les collections égyptiennes. Je veux aussi saluer l'engagement du cinéma Pathé. Ce n'est pas chose si courante que de voir un cinéma qui met ses salles à disposition pour accueillir un festival de nature scientifique. Donc bravo à vous aussi pour cette mise à disposition. Je me permets quelques incises par rapport à l'engagement de la DRAC, en rappelant déjà qu'elle participe au comité de parrainage et décernera le 4 avril le prix qui est attribué au meilleur film consacré à l'archéologie métropolitaine. Le soutien du ministère de la Culture que je représente ce soir en tant que directrice régionale adjointe déléguée au patrimoine et à l'architecture, eh bien, s'incarne à travers une subvention financière engagée, je le dis, car maintenue constante. Vous n'êtes pas sans savoir que la culture est frappée par de nombreuses coupes budgétaires, mais ça a été le choix, avec le préfet de région, que de maintenir notre engagement à même niveau pour cette nouvelle édition. Je crois que notre engagement traduit et se veut à la hauteur de la générosité de ceux qui rendent possible ce festival, où les projections sont gratuites, comme cela a été rappelé, et ouvertes à toutes et tous, en particulier aux scolaires. J'aurai aussi un mot pour mes équipes. Donc Jean-Luc Collard, notre formidable conservateur régional, qui pilote le service régional de l'archéologie, et son adjoint positionné à Amiens, qui est aussi présent dans cette salle, Alexandre Debert. Et je voulais rappeler aussi que la DRAC, ce n'est pas qu'une aide financière, c'est un accompagnement scientifique au fil des jours et que les équipes justement du SRA s'emploient à incarner aussi à travers ce festival. Donc font partie du comité de sélection les conservatrices Émilie Goval et Claire Pichard, à tes côtés, Tahar. Et je voulais aussi saluer Géraldine Faupin, archéologue archiviste à la DRAC, qui est membre du jury du festival, placée sous la présidence de Marion Dessein. Et enfin, je ne cache pas ma fierté à l'idée de voir diffuser le film réalisé par Karine Delfoli, Géraldine Faupin et Thomas Billet, qui restituera l'ampleur des fouilles de la Grand Place à Lille. Donc vous voyez qu'à travers ce festival, eh bien, il n'y a qu'un pas d'Amiens à Lille. Et donc je ne saurais être plus longue. En tout cas, je vous souhaite aussi une excellente semaine. C'est un petit peu le printemps d'Amiens ce soir que nous célébrons.
Et place désormais à notre soirée et aux projections. Merci beaucoup. Également remercier le conseil départemental de l'Oise qui finance également un prix. Alors, nous avions traditionnellement le prix Jules Verne et cette année nous l'avons transmis en prix Georges-Pierre Ouamant qui est l'un des archéologues emblématiques du département de l'Oise. Et également remercier notre mécène Ludovic, je sais qu'il est dans la salle, mais sa modestie l'empêche de venir s'exprimer devant vous. Comment vous savez que tous les ossements retrouvés appartiennent à Lucie, à la même personne? Donc là, en fin de compte, il y a deux façons de le savoir. Le premier, c'est que tous les os, on peut déterminer l'âge à peu près, si c'est une jeune ou un individu plus âgé. Et donc là, tous les os concordent pour un individu jeune adulte. Donc là, ça nous permet de déterminer que c'est le même individu. Et en plus, il n'y a pas deux os. Par exemple, vous n'avez pas deux molaires inférieures droites. Il n'y a pas de doublon dans les os. Et ensuite, ce qu'on appelle la taphonomie, c'est-à-dire qu'on va regarder la surface de l'os et on se rend compte que c'est à peu près la même couleur, etc. Donc ça nous permet de dire que c'est Lucie, enfin que c'est le même individu. Et puis la surface, elle est relativement grande, mais elle n'est pas non plus énorme. Donc c'est pour ça que ça nous permet de dire que ça appartient, tous ces os donc, appartiennent au même individu. Et pourquoi on a dit Lucie et pourquoi on dit une jeune adulte? Là, on va regarder les dents. Et donc, il y a cette fameuse dent de sagesse qui, chez nous, apparaît à partir de 18 ans. Mais on sait que la croissance était plus rapide pour les espèces de cette période-là. Donc, elle avait, en âge apharensis, à peu près 11-12 ans. En fait, ce qu'on va regarder surtout, c'est notamment les lobes frontaux, donc, qui sont sous notre front, ici. Et donc, c'est une région où tout ce qui est planification, c'est une région... cette région, si elle est développée, ça indique aussi la planification. Et donc on se rend compte au cours du temps, et notamment à partir de 3,4 millions d'années, que cette région des lobes frontaux devient plus développée. C'est ça qui nous permet d'inférer une plus grande planification. Donc c'est la mémoire de travail, enfin, c'est différents aires cognitifs qui sont à cet endroit-là. Donc nous, ce que vont faire les géologues, c'est qu'ils vont dater les couches. Et notamment, il y a la chance à Hadar d'avoir eu du volcanisme dans la région à différentes périodes. Donc en fait, quand les géologues vont dater les couches de cendres. Donc là, ça a été daté par chance. Lucie, elle est au-dessus d'une couche de cendres. Donc il y en a une en dessous et une au-dessus, ce qui permet de donner un âge de 3,2 millions d'années. Et donc là, actuellement, en fait, c'est sur les méthodes. Donc c'est du potassium-argon ou de l'argon-argon. Et donc là, les méthodes s'affinent sur ces indices pour essayer d'avoir une marge d'erreur moindre. Elle est quand même de 50 000 ans, donc voilà, si on ramène aux périodes plus récentes, mais pour nos périodes à 3,2 millions d'années, en fait, ça fait une faible marge d'erreur, mais on essaye d'affiner ce type de méthode, et puis maintenant il y a d'autres méthodes, notamment des nucléotides, etc., qui nous permettent d'aller... on arrive maintenant à bien caler tous nos fossiles. Et si on regarde Lucie ici, donc c'est exactement le même moulage qui est présenté dans le film, vous voyez que la face, elle est inclinée vers l'avant. Donc au cours de l'évolution, donc ça c'est lié aussi au changement au niveau du cerveau, à une remodélisation du crâne. Donc vous avez cette face qui va devenir beaucoup plus droite, comme nous. Donc ça c'est en termes d'évolution, on a ce grand changement et cette grande distinction entre les australopithèques et le genre Homo, avec donc ce prognatisme. On a une réduction de la face en fin de compte à partir du genre Homo et un développement du crâne et notamment du cerveau. Donc en fait, toutes ces régions sont liées anatomiquement. Étonnamment, Lucie, elle est plus trop étudiée. Enfin, on l'a tellement étudiée que maintenant ça va être plutôt on va faire comme l'a montré Gilles Perrion. Je ne parlais pas de Lucie, je parlais d'autres. Autrement, là on en a quand même beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en génétique. Donc là, on peut aborder donc les Denisoviens, vous avez peut-être entendu parler, les rapports avec les Néandertaliens et les Denisoviens. Il y a beaucoup de recherches en Chine qui sont faites. Donc il y a de nouvelles espèces qui ont été créées, Homo longhi, Homo juliensis. Donc là, il y a beaucoup de discussions de savoir si c'est des espèces qui vont perdurer dans la recherche scientifique. Et après, en fait, on a beaucoup de recherches et de développement en termes de méthodologie. C'est vrai qu'ils sont arrivés avec cette idée, donc avec un projet d'une quinzaine de pages. Voilà, ils connaissaient bien aussi nos attentes, notre ligne éditoriale
de sciences grand format. Donc, quand on a lu le projet, on s'est dit waouh, là il y a une petite histoire et une thèse surtout pour nous démontrer la science en marche. Voilà, parce que c'est pas des vérités figées, la science se crée toujours, nous révèle des informations. Et on trouvait que cette thèse, cette hypothèse était très sympa à suivre. Et donc, du coup, on a décidé de partir sur une écriture de scénario, dans ce que nous, on appelle dans notre jargon un développement. Donc là où on aide avec les auteurs et les producteurs à essayer de concevoir le film. Parce que là, on n'est pas dans du reportage, on est vraiment dans du documentaire de création. Donc ça prend du temps long, c'est 2-3 ans. Il faut vraiment planifier aussi les tournages, essayer de les regrouper en Inde. Voilà, évidemment, vous n'y êtes pas allé 10 fois. Donc voilà, il y a tout ça qu'il faut établir pendant cette phase de développement qui dure 6-9 mois. Après, on se revoit, on se met d'accord sur le scénario qui, évidemment, on le sait très bien, va changer au fur et à mesure du tournage parce qu'on fait du documentaire, donc on montre la réalité. On n'est pas dans de la fiction, justement. Même si là, on se permet d'en avoir un petit peu pour apporter voilà, l'imaginaire et ça, on aime bien, quoi. Alors, effectivement, cette éruption, elle est connue depuis à peu près les années 70. Il se trouve qu'à peu près une grande partie de l'océan Indien a été recouvert et la plupart des scientifiques de l'époque retrouvaient ces cendres volcaniques et avec les signatures géochimiques et la morphologie de ces cendres, on dit il s'agit du Toba. Là où on était un petit peu sur des hypothèses qui sont différentes, c'est est-ce que les paramètres physiques de ces éruptions-là sont possibles ou pas. Les premières estimations, ils disaient qu'on avait à peu près 3500 km3 de magma jusqu'à 5000 km3 de magma, mais densifié, c'est-à-dire sans les bulles de gaz, qui auraient été éjectées entre 9 et 14 jours. Bon, ça, physiquement, en fait, on sait maintenant que c'est pas possible. Donc il a fallu essayer de voir d'un point de vue un peu différent. Et puis après, ça a été l'impact aussi dans l'atmosphère. Vous avez vu, les sulfates qui sont injectés dans l'atmosphère, en fait, vont réagir, vont créer de l'acide sulfurique avec les gaz, avec l'ozone aussi, et du coup faire une sorte de miroir qui vont réfléchir les rayons du soleil. Alors là, c'est pareil, quand on envoie une grande quantité en fait, de gaz et d'aérosols dans l'atmosphère, au bout d'un moment, on sature l'atmosphère. Et on a beau en envoyer encore au même moment, en fait, il ne se passe rien de plus. Et c'est là que nos trouvailles dans les sédiments de l'océan Indien amènent une autre manière de voir les choses et justement cette perspective de dire qu'au lieu d'avoir une énorme éruption, même si on la divise en 10 déjà, ça sera 10 éruptions, 10 super éruptions qui sont 50 fois plus grosses que celles du Pinatubo. Et à partir de là, est-ce qu'on peut s'imaginer avoir un effet cumulatif au niveau de l'atmosphère, au niveau de la colonne d'eau, puis au niveau des circulations et les modèles numériques ont tendance à montrer que oui. Donc, outre le volume et tout ce qui a pu être retrouvé, il y a aussi cette histoire d'inertie de l'atmosphère, la chimie de l'atmosphère, d'inertie de circulation des océans et de pouvoir transporter la chaleur des tropiques justement vers les zones tempérées. Et dès qu'on va casser ces systèmes-là, s'il faut 1000 ans pour retrouver ce système-là, et ben, du coup après on va amener justement à ces changements d'environnement ou changements d'air quand on est passé d'une ère interglaciaire à une ère glaciaire. Là, cette transition, elle a été très brutale. En moins de 1000 ans, on est passé justement de cette ère interglaciaire dans laquelle les sociétés humaines étaient déjà un peu présentes partout, à une ère glaciaire dans laquelle on aurait pu perdre jusqu'à 8-9 degrés. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a trouvé du Toba, des cendres du Toba, mais vraiment sur un territoire énorme, puisqu'il y en a aussi, on nous avait proposé d'aller en Éthiopie. Il faut rendre compte, l'Éthiopie, c'est... Donc on en a vu, il y en a un peu en Afrique du Sud, ça a été jusqu'ici dans l'Est, jusqu'au Cambodge, c'est ça? Oui. Il y a des gens qu'on a retrouvés au Cambodge, donc c'est une aire géographique qui est immense, il y a très peu de volcans, on en a retrouvé aussi au pôle. Alors c'est ça. Oui, effectivement, ça date d'il y a moins d'un mois, maintenant on a retrouvé des esquilles de verre du coup, au niveau des pôles. Alors ces esquilles de verre, elles sont toutes petites, mais ça veut dire que ces cendres volcaniques ont été injectées très haut dans l'atmosphère, à peu près entre 40 et 50 km, et puis après qu'elles ont pu se répandre un petit peu partout. Mais même déjà, l'Afrique du Sud, on est à peu près à un petit peu moins de 9000 km de la caldeira.
pour retrouver des cendres volcaniques d'une taille de 200 microns, ça veut dire qu'on a affaire à une éruption qui est gigantesque. Et avec des volumes, du coup, pour avoir un moteur aussi puissant, avec des volumes de magma concernés qui sont aussi énormes. Oui, alors avec Eric et Léna, on travaillait sur des... on avait fait... on s'était dit qu'on se faisait un brainstorming, on avait commencé à travailler sur un autre projet, sur les origines de l'humanité et puis la conquête de la planète Terre par l'espèce Homo sapiens. Ouais, on cherchait quelque chose et tout. Puis en parlant avec des paléontologues et des préhistoriens, l'un d'eux m'a orienté vers... Eric a commencé à faire émerger l'histoire du Toba, et puis de fil en aiguille, je suis tombée sur le travail de Benoît Caron. Et donc c'était formidable parce qu'il y avait une publication toute fraîche dans une grande revue scientifique américaine. Donc c'était évidemment une découverte vraiment impressionnante, validée, passée par des comités de lecture. Enfin, donc pour nous c'était de la bonne science quand même, de la bonne science quoi. Donc on a pris contact avec Benoît et puis on lui a proposé de travailler avec nous et je crois qu'il a été tout de suite d'accord. Hein, c'était plutôt oui dès le départ. Donc voilà, après on a écrit le projet d'après ce qu'on avait cru comprendre. Puis bon, ça s'avérait qu'on avait compris à peu près ce qu'il fallait comprendre. Voilà, ensuite on a passé le relais au réalisateur pour qu'il lui développe, comme disait Amandine, un scénario beaucoup plus conséquent, de 45 pages où tout était écrit, y compris les séquences dialoguées. Bon, on essayait d'imaginer ce qu'il faudrait dire pour faire avancer l'histoire, que chaque personnage doit dire, qu'est-ce que doit dire la narration. Donc c'est un exercice un peu, comment dire, il y a un côté fastidieux, mais en même temps c'est bien parce que ça permet de bien cadrer les choses. Donc il y a un côté un peu, bon, il faut le faire et tout, on se prend la tête, mais finalement c'est très utile. C'est très très utile pour planifier les tournages, organiser tout ça. Et après, les choses sont faites sur le terrain. Moi, j'ai fait juste les tournages de la partie reconstitution Afrique du Sud qui s'est passée en Provence, dans ma Provence natale. Voilà, avec l'accent toujours fait. Et puis donc voilà, après le reste s'est passé en Inde, en Indonésie où je n'étais pas, donc je vais laisser les personnes qui étaient parler. Alors après, juste d'un point de vue scientifique, c'est vrai que ça, on est loin de notre zone de confort. Hein. On n'imagine pas ce que ça veut dire créer un scénario, essayer d'avoir une histoire. Et on imagine encore moins se faire filmer. Et avoir un chef-op qui dit « Ah, il est vert aujourd'hui, lui. Hein. » Donc tout ça, il faut réussir à s'adapter. Quand on dit « Moi, j'attrape mes tétras avec un petit poil de pinceau, mais on voit rien, il faut s'approcher, il faut un autre matériel. » Donc il y a plein de choses sur lesquelles, de notre côté, en fait, on doit s'adapter pour essayer de mettre en valeur notre travail. Et par contre, ça, c'est quelque chose qui, à la limite, nous plaît, ou en tout cas, je considère que ça fait partie un peu de mon métier aussi, c'est-à-dire comment on peut valoriser, autre que par des publications ou des projets de recherche, mais comment on peut valoriser tout ce qu'on fait à l'intérieur de nos murs. Si vous venez dans le 5e arrondissement, vous n'imaginez pas qu'il y a tout un labo avec des appareils de géochimie qui font des analyses sur tout ce qui se passe ailleurs que Haute Park à Paris, quoi. Donc ça, c'est pas mal de pouvoir ouvrir un peu les cloisons de l'université. Et avec une collaboration qui est assez fine, parce qu'on essaye aussi de vulgariser certaines parties qui sont compliquées. La géochimie, c'est pas tous les jours qu'on en fait, et quand, c'est pareil, avec Franck Huillier, le réalisateur, on lui parle de la géochimie, il me dit « Non, en fait, personne n'y comprendra rien à ton charabia parce que tu parles en charabia et ça va pas. » Donc faire des reprises, essayer de sortir un produit comme celui-ci, voilà, c'est un travail de longue haleine, moi j'ai trouvé, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va rajouter aussi, c'est qu'il y a eu une grosse collaboration avec l'infographiste, avec Adrien, que Benoît, non, ça va pas. Ouais, il y avait Benoît qui disait non, là ça va pas, là, ce que tu as fait, Adrien, il faut que tu changes un peu. Ça ressemblait pas à ça, le Toba. Non, c'était pas comme ça, c'était pas un gros cône, non, c'était plus plein de petits. Donc ils ont passé un temps fou à se parler pour imaginer tout ce que vous avez pu voir, qui était complètement créé en images de synthèse. Et puis derrière aussi toutes les différentes phases de l'éruption, tout ce qui s'est passé. Oui, la comparaison avec les volcans, tout ça. Ça, c'était aussi une liberté d'avoir. C'était aussi bien d'avoir cette liberté de pouvoir interagir, notamment avec Adrien. Et on dit, il faut démontrer cette idée, mais libre à toi d'exposer telle ou telle chose.
Et moi, mon obsession, c'était de rendre cela concret en termes de comment ça a pu toucher les humains. C'était depuis le début, c'est ce qui m'intéressait, c'était de montrer en quoi cette éruption avait touché les humains à l'époque. Et donc on a dû faire d'énormes recherches avec toute une équipe pour savoir comment vivaient les gens à l'époque, qu'est-ce qu'ils portaient comme habit, quel genre d'outils ils avaient. Rien n'est laissé au hasard. Tout est vraiment le fruit de très grandes recherches. On a fait avec des associations qui connaissent bien ça, avec plein de scientifiques, faire des recherches aussi sur les outils disponibles, comment pouvait-on boire de l'eau en Inde. C'était pas la même chose qu'en Afrique, parce qu'il y avait des calebasses en Afrique, mais il n'y en avait pas en Inde. Quel genre d'animaux on trouvait, voilà, comment les gens vivaient. Donc c'est le fruit, et moi je voulais que les gens puissent vivre ce qu'ont vécu notamment ces populations archaïques, Homo sapiens d'Inde, qui se l'ont pris en plein cœur, si j'ose dire, et voir qu'est-ce qu'ils ont pu vivre. Et donc c'est quelque chose qu'on a fait avec des comédiens indiens. On a été sur place, faire toute cette partie, puis après la partie évolution, comme c'est Marianne, on l'a fait en France avec des comédiens africains vivant en France. Ça fait 30 ans que Curtis Marianne, qui est un Américain de l'Arizona, qui travaille en Afrique du Sud, presque à demeure, fouille là-bas. Oui, c'est une vraie rupture, et c'est un formidable travail qu'il fait sur non seulement cette zone de Mossel Bay, qui se retrouve sur la côte dans l'Eastern Cape, mais également il a été faire des fouilles dans l'intérieur du pays. Il a pu voir qu'il y avait encore quelques populations qui avaient réussi à survivre, et puis poum, après le Toba, ça avait disparu. Donc non, c'était dans le scénario dès le départ, c'était même à la limite ce qui m'a, parce que moi ce qui m'intéressait, je cherchais l'histoire de l'évolution de l'homme, et c'est comme ça qu'après j'ai été voir Marianne, et avec Marianne on a travaillé là-dessus, et on s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup il n'y a plus de population à l'intérieur des terres? Pourquoi il n'y en a plus que sur la côte? Il y a dû y avoir quelque chose. Et c'est là qu'on est petit à petit allé vers l'évolution, vers l'hypothèse du Toba, et qu'on d'ailleurs on a rencontré Benoît. Puis Benoît, il était en contact avec l'une des collaboratrices de Curtis. On lui a dit mais il faut que tu rencontres le patron, il faut que vous parliez ensemble. Et voilà. Et donc la rencontre, elle a eu lieu pendant ce film. Et non, c'était quelque chose qu'on avait prévu depuis longtemps. Et oui, il y a une énorme rupture. On en est au début. Même si ça fait 30 ans qu'il fouille en Afrique du Sud, et depuis une bonne quinzaine d'années maintenant à Pinnacle Point, il y a encore plein de choses à découvrir, ils n'ont pas fini. C'est un travail de longue haleine, qui fait avec toute une équipe, avec des Sud-Africains, etc., etc. Et donc je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de choses qui vont sortir. Oui, c'est possible que tous nos ancêtres, parce qu'en fait, toutes les lignées sorties avant, qui étaient en Inde, elles ont disparu. Et il est possible qu'on soit tous les enfants de Pinnacle Point, en fait. C'est ça qui est assez incroyable. On n'a pas voulu aller trop loin dans nos conclusions, mais ouais, c'est vraiment le moment de rupture, comme vous dites, c'est la naissance de l'homme moderne. Parce que cet homme moderne, avec ses pointes, avec ses petites pointes, qui sont meilleures qu'avec ses projectiles, vous avez vu, les propulseurs, et ben on va le retrouver après dans toute la planète. On va le retrouver, il va revenir en Asie. On a retrouvé des traces de lui au Sri Lanka, on a retrouvé des traces de lui en Inde, on a retrouvé des traces de lui partout. Et donc c'est probablement nos ancêtres, et puis après, bien sûr, il est venu en Europe. Dans l'histoire de la géologie, là, on parle d'un événement assez récent, c'est l'éruption du Toba, c'est la plus grosse éruption du Quaternaire, donc sur les 2 millions d'années, mais des super éruptions avec des centaines ou milliers de kilomètres cubes de magma érupté, il y en a eu d'autres. Et il y en a d'autres qui nous attendent. Là, effectivement, le Toba, sa première grosse éruption, c'était il y a 1,2 million d'années, puis il y a 800 000 ans, il y a 75 000 ans, et maintenant, il est en train de se recharger. Il y a la même chose à Yellowstone, aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, pareil, la première éruption, c'était il y a 1,2 million, la dernière, il y a 600 000 ans, la prochaine, statistiquement, elle est pour nous. Mais c'est pas. Alors on sait que c'est un système qui est en train de monter, d'évoluer, mais c'est à l'échelle géologique. Nous, à l'échelle humaine, bien sûr, on aura peu de chances de connaître Yellowstone en éruption. Il y a encore un autre endroit, c'est les champs flégriens. Toute la zone de Naples, la baie de Naples, en fait, c'est une grande fracture dans laquelle le sommet du volcan s'est effondré. Je ne parle pas du Vésuve, le Vésuve c'est à côté, mais la baie de Naples est un énorme volcan qui rentre très souvent en éruption, à peu près tous les 10 à 15 000 ans. Et la dernière éruption était il y a moins de 20 000 ans, donc la prochaine, statistiquement, pareil, elle est proche. Donc oui, il y en aura d'autres. Et puis il y en a plein d'autres que je ne dois pas connaître non plus. Géologiquement, il y a 75 000 ans, c'était comme aujourd'hui.
Il y a peu de choses qui ont bougé. Si c'était il y a 65 millions d'années, effectivement, les choses étaient complètement différentes. Il y a 75 000 ans, c'était la même chose. Et la cause de la fabrication du magma, c'est cette zone de subduction, le fait qu'on ait une plaque qui va, en subductant, va libérer son eau, va permettre de faire fondre de la roche qui est chaude et sous pression, et puis après cette roche fondue, donc un magma avec de l'eau à l'intérieur qui est sous pression et des gaz, hop, va tout doucement remonter. Étant donné qu'il faut des milliers, dizaines de milliers d'années pour construire ces systèmes-là, à cette échelle de temps géologique, on considère que c'est la même chose. La singularité en fait du Toba, c'est qu'au niveau de cette zone de subduction, il y a une petite cicatrice qui apporte un matériel un petit peu différent et qui fait que la chambre magmatique, au lieu d'être une chambre magmatique assez profonde et puis d'un volume moyen, là, elle est énorme. Et voilà, on parle de milliers de kilomètres cubes, et donc ce système-là, quand il est sous pression et puis qu'il éructe, il faut savoir qu'après, on va avoir le premier dégazage, et le toit du volcan n'est plus soutenu par la chambre magmatique en dessous qui commence à se vider. Donc ça fait un effet piston qui va du coup encore appuyer plus sur la chambre magmatique qui va être complètement vidange. Alors mes contradicteurs, ils disent qu'il n'y a qu'une seule éruption. En fait, on n'a pas du tout révolutionné ni la volcanologie, ni la géochimie. On a juste été plus persévérant qu'eux. Non, mais enfin, c'est vrai que dans les précédentes recherches, ils ont trouvé un niveau visible du Toba dans les carottes sédimentaires marines. Ils ont fait une analyse au niveau des éléments majeurs et ils ont regardé la morphologie. C'était à peu près partout pareil. Et ils ont dit, ben, ça c'est du Toba. Et quand on regarde en détail les dates du Toba dans les différentes carottes, puisqu'il y a une petite chronologie qui va avec, on va de 89 000 ans à 65 000 ans, et avec une grande variabilité. Et nous, dans cette carotte, on s'attendait à trouver un seul niveau du Toba. Déjà, à l'œil nu, on en a trouvé deux. Bah, c'est bizarre. Et puis, du coup, on s'est dit qu'on allait faire une recherche systématique. Donc, tous les centimètres, comme vous l'avez vu, on va prendre un petit centimètre cube, et là, on va chercher toutes les esquilles de verre présentes. Et grâce aux éléments majeurs et à la morphologie, on a pu trouver plusieurs éruptions en provenant du Toba. Le but était de savoir si c'était la même éruption qui avait été dupliquée à cause, je ne sais pas, du système du carottier, à cause des slumps au fond de l'océan qui font que les sédiments peuvent se recouvrir. Enfin, il peut y avoir plusieurs raisons, à cause de la bioturbation, c'est-à-dire tous les vers aussi qui peuvent, dans les sédiments, bouger puis multiplier ce niveau de pétrat. Et donc, on s'est mis à faire de l'analyse de traces in situ. C'est-à-dire quand vous avez une petite esquille de verre qui fait à peu près 100 microns, donc 100 microns, c'est le diamètre d'un cheveu. On y fait une analyse sur une machine, c'est une microsonde électronique, et là, on n'a que les éléments majeurs. Donc les éléments majeurs, c'est silicium, aluminium, fer, voilà, une dizaine. Et au même endroit, on a passé sur une autre machine, donc il faut retrouver exactement la même esquille. On utilise un deuxième appareil, c'est l'ablation laser avec l'ICP-MS, et là, on a une trentaine d'éléments en plus. Donc ce sont tous les éléments traces, les terres rares dont vous avez dû entendre parler, ou plein d'autres éléments. Et grâce à ça, on fait une sorte de cartographie, et on a accumulé pendant une dizaine d'années 1500 analyses. Et on a regardé si tous ces niveaux qu'on avait trouvés les uns au-dessus des autres étaient identiques ou pas. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait 3 grandes familles, et puis après qu'il y avait des sous-familles. Alors bien sûr, on parlait de l'évolution des dernières techniques. C'est sûr qu'il nous a fallu 10 ans pour être sûr de la qualité de nos interprétations avec ces données-là. Les premières analyses est datées de 2012, et le papier a été publié en 2023. Les mêmes données, je les ai données au MNHN, à une personne qui est responsable des traitements de données par statistique et avec de l'IA. Il a fallu une après-midi. Et il a sorti les mêmes résultats que nous. Alors, j'étais rassuré, nos résultats étaient bons, mais je me suis dit que j'allais aller plus vite la prochaine fois. Ce qui est vraiment fou, c'est qu'en fait, on se rend compte que, et c'est le deuxième film que je fais, où on casse des paradigmes. Et il semblerait que la communauté scientifique, quand il y a une grande découverte, quand on a découvert le Toba, on dit voilà, il y a une éruption, elle est 73 000 ans. Et voilà, ça devient une vérité scientifique. Et après, pour la casser, ça devient difficile. Et vraiment, le travail de Benoît est remarquable, d'avoir dit non, il n'y a pas eu une éruption, mais une dizaine. Et du coup, c'est intéressant parce que s'il y en a eu une dizaine, on se rend compte qu'en fait, elles auront eu un impact cumulatif par le refroidissement des océans. Il n'y en a eu qu'une seule. Ça a refroidi les océans pendant 1000 ans, puis c'est fini.
ça expliquerait pas ce qui s'est passé. Et on a eu la même chose sur le même paradigme qu'on a cassé sur le film qui est montré vendredi matin, sur l'Amazonie. Les gens disent oui, non, on est arrivé en Amérique du Sud il y a 11 000 ans. L'homme, on est toujours sur le même. Et donc, enfin, on est arrivé à casser ce paradigme. Oui, ils n'ont pas pu passer avant, il n'y avait pas d'ouverture pour traverser de Sibérie en Amérique du Nord. La Béringie était bloquée, etc. Et là, petit à petit, on arrive avec de nouveaux scientifiques plus jeunes, plus entreprenants, à casser ces paradigmes qui sont installés. C'est un peu une question que j'ai envie de poser aux scientifiques. Mais pourquoi vous vous accrochez autant que ça à des vieux paradigmes? Je crois que c'est aussi des histoires de génération. C'est qu'un paradigme d'une génération, elle va être cassée par une nouvelle génération qui arrive. C'est souvent le cas. Et puis c'est aussi, on remercie France Télévisions de donner l'occasion de raconter ces histoires de paradigmes qu'on enfonce, de scientifiques jeunes qui viennent se confronter, parce que c'est pas facile, c'est courageux aussi, de montrer des gens qui sont contestés. Et voilà, et c'est vrai que tout le monde ne nous donne pas cette chance-là. Oui, après, juste pour ajouter une chose, parce que je vous parlais de l'opposition d'un point de vue volcanologie, mais quand on est arrivé en Inde, là aussi on a fait face à une autre opposition. Alors, les évolutions des sociétés humaines, bon, c'est pas ma zone de confort, mais j'essaye de suivre un petit peu, et puis surtout avec ce fil du Toba, et à chaque fois on soulève de nouvelles questions. Mais quand on est arrivé en Inde, je disais, nous on connaît un Caron et tal qui a fait un papier sur le Toba, multi-éruption, on n'est pas d'accord, ça va pas. Nous, on a l'homme avant Toba, on a l'homme après Toba, c'est les mêmes industries. Donc Toba, ça n'existe pas. Alors quand même, on a discuté. Moi, j'étais pris un peu à revers, donc je ne savais pas trop comment faire. Mais en fait, il y avait un fond derrière leur discours. Ils voulaient absolument, dire que l'homme moderne ne vient pas d'Afrique, mais il vient d'Inde. Et derrière, là, il va y avoir une opposition qui est plus politique. Et c'est là où, du coup, les sciences, on va avoir un petit affrontement et dire mais par contre, on dit qu'il y a l'homme à 50 000 ans, il y a l'homme à 70 000 ans, mais entre les deux, il y a 20 000 ans d'absence de l'homme. Et leur réponse était très belle. C'est pas parce qu'on ne le trouve pas qu'il n'était pas là. À partir de là, on clôt le débat et on n'a plus qu'à continuer l'aventure. Oui, et c'est ce que je trouve superbe aussi dans ces films-là. C'est pas la science de juste quelqu'un. Voilà, c'est du collectif. C'est ça aussi qu'on voit de plus en plus, c'est que la science s'ouvre aussi à plusieurs disciplines à la fois. Voilà, c'est vraiment des recherches humaines, de la passion aussi, et c'est toutes ces histoires-là qu'on aime vivre avec émotion, quoi. Pour les fonds de taille, effectivement, en fait, tout autour du Toba, c'est une zone aussi qui est en train de s'agrandir au niveau des villes et des villages. Donc, c'est une ancienne vallée qui a été complètement comblée. Comme c'est aussi la partie la plus meuble, c'est la plus facile à travailler pour faire toutes les nouvelles routes. Au niveau exploitation, autour du Toba, il n'y a pas grand-chose. Quelques pierres ponces qui sont exploitées. Alors ça, c'est fait aussi pour faire des détergents ou des choses là, mais l'exploitation est plus en Inde, là où il y a vraiment une cendre plus virulente. Et que Toba a foutu le gros bordel, et après, tout un tas de populations venues de l'intérieur des terres auraient probablement migré vers les côtes, puisque c'était le seul endroit où on pouvait survivre. Et donc il y a eu, comme le dit Curtis, c'est une des théories qu'il a basée sur d'ailleurs tout un tas de discussions qu'il avait avec des sociologues. Lui aussi, Curtis est passionnant, parce qu'il va loin dans ses recherches. Et donc il m'a expliqué, parce que j'ai eu une grande conversation avec lui avant le tournage, que selon ses hypothèses à lui, c'est cette densité humaine plus grande sur un même lieu, convoiter les mêmes ressources, qui a fait que des populations tout d'un coup se sont dit il va falloir défendre. Et pour défendre, comme ils étaient en plus, ils étaient là, ils avaient du temps, ils ont été chercher une nouvelle façon de faire des pointes plus légères, plus efficaces, donc c'est microlithes, avec des pierres qu'ils avaient à disposition, qui chauffaient et qui pouvaient donc modeler et monter sur ce qui étaient les ancêtres des arcs et des flèches. Donc c'est à peu près en effet cette période-là, moins 55, moins 65. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à en trouver aussi en Europe. Alors ça, c'est peut-être Marianne qui peut en parler. Si vous voulez venir voir Thorin, le dernier néandertalien, demain, vous saurez tout sur les pointes de flèches, les premières pointes de flèches européennes, et qui apparaissent en Europe, d'après les dernières études de Ludovic Slimak, en moins 54 000 ans, donc c'est très précis. Et on sait bien sûr que ces innovations sont venues du Proche-Orient et
probablement depuis l'Afrique, pourquoi pas l'Afrique du Sud. Là, moi, je ne peux pas dire ça. Et je crois que personne à l'heure actuelle ne peut tracer précisément l'émergence de la pointe de flèche, la tracer à ce point. Mais autour de 55 000 ans, l'existence des pointes de flèche est clairement établie entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Et on continue, moins 40, on le trouve, moins 40-45, on le trouve en Sri Lanka. Donc vous voyez, ça progresse. Hein. Donc les plus anciennes sont en Afrique. Après, on en trouve, comme vous dites, au Proche-Orient, en Europe. Puis il y a une autre partie qui est partie vers l'Est, vers le Sri Lanka, puis peut-être après jusqu'en Australie, puisque c'est ces populations qui ont continué. Donc en effet, c'est une nouvelle technologie qui est arrivée à ce moment-là. Oui, mais je crois que les deux étaient d'accord. Ils ne sont pas forcément en confrontation directe. Stanley Ambrose, lui, il dit, ce qui lui paraît important, c'est que c'est un moment où c'est pas parce qu'on a des armes de guerre qu'on va les utiliser. C'est pas parce qu'on est en concurrence qu'on va forcément se concurrencer. Et que c'est aussi un moment où, en fait, on se rend compte que, comme il y a peu d'humains, puisqu'on a notre population, on a ce goulot d'étranglement, et ben, c'est un moment où il faut coopérer parce qu'on a besoin de garder une certaine diversité génétique. On est plus fort à plusieurs. Et donc ceci, à un moment, Curtis a fait des grosses recherches sur le fait qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de clans qui vivaient les uns à côté des autres, qui avaient commencé à s'unir et à adopter des langues, puisque chaque clan avait en gros son dialecte, sa façon de parler, vraiment balbutiement des langues, et qu'ensuite elles avaient commencé à acquérir des systèmes de communication entre eux. Voilà, Curtis a fait beaucoup de recherches, on aurait pu faire presque un film entier sur lui, mais voilà, ce qui était intéressant, c'était relié surtout à un phénomène volcanique et géologique à une évolution humaine. Mais c'est vrai qu'il y aurait encore... Il faudrait faire un film presque sur toutes les... Peut-être dans quelques années, on fera un film sur les recherches de Curtis Marian. Voilà. C'est pas simple, je crois qu'ils sont basés sur en fait, le fait qu'ils retrouvaient dans plusieurs endroits différents les mêmes types de décoration, parce qu'on voyait des coquillages, et ces éléments. Donc c'est un des lieux de naissance aussi des premiers bijoux, des premiers objets non utiles, des parures qui ne sont pas des éléments nécessaires absolument, qui sont des éléments d'embellissement. Ouais, l'art, c'est ça, c'est les débuts de l'art. Alors, il y a d'autres formes d'art qui étaient aussi assez anciennes, puisqu'on a aussi, il y a certains films qui montrent des naissances de l'art en Indonésie notamment, il y a presque 50-60 000 ans. 65 000 ans, ouais, on est dans la même période. Et voilà, c'est les premières fois où on fait des objets qui n'ont pas une utilité directe pour manger ou pour se vêtir avec ça. Et puis, donc voilà, ils ont retrouvé les mêmes, sur plusieurs endroits de la côte, ils ont trouvé les mêmes objets. Donc, on sent qu'ils commencent à avoir un système d'appartenance. Ils en ont déduit les langues, mais c'est sûr que les langues, on n'a pas de preuves, hein, c'est pas des choses qui restent. Et puis en effet, oui, c'est ça, c'est qu'ils ont aussi retrouvé on peut presque suivre à la trace ces microlithes. Donc c'est déjà on sait que microlithes, c'était monté sur des flèches, c'était monté sur des objets propulseurs, donc c'était forcément plus efficace également pour chasser. Après, on déduire qu'il y a eu plus de conflits, c'est très difficile à dire. C'est ses hypothèses, c'est ce que lui, il essaie de montrer. Comme tout scientifique, il a des hypothèses, il cherche à les prouver, c'est son sentiment. C'est au conditionnel. On va pas, nous, c'est pour ça que dans le film, c'est ça. Oui, l'un des aspects surtout très importants, et ce qu'on montre bien dans le film, c'est ce côté fin d'être chasseur-cueilleur, nomade en permanence, puisqu'on appelle ça des nomades des résidentiels littoraux. C'est-à-dire qu'ils commencent à se fixer parce qu'il y a une ressource qui est là, sur laquelle on peut se baser. Alors de temps en temps, comme le niveau de la mer va changer, on va aller le chercher un peu plus loin, parce qu'il y a les marées, il y a le niveau des mers qui a bougé, puisque pendant la période de glaciation, la mer est partie, puis après la déglaciation, elle est remontée. Donc on sait qu'ils devaient bouger un peu, mais moins. Et puis après, ils peuvent bouger aussi pour la chasse, ils ne vont pas les chasser toujours au même endroit, ils vont aller chercher où endroit il y a de nouveaux gibiers, etc. Donc en tout cas, c'est le fait, surtout, selon lui, c'est la guerre, elle est liée à la sédentarisation. C'est quelque chose qui est très important. Et c'est vrai qu'on le voit. Plus on va vers des sociétés sédentarisées, plus il commence à y avoir un peu des hiérarchies, des chefs, et puis il y a le phénomène de chefs qui se battent entre eux pour contrôler les choses. Ouais, on arrive vers le néolithique. Mais là, on est loin, on est 60 000 ans. Hein. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir des balbutiements. Ils commencent pas à cultiver. Ce qui est intéressant, par contre, ce qu'on n'a pas montré dans le film, on ne peut pas tout montrer parce que c'était très très riche. Curtis s'est aussi rendu compte que les gens consommaient des tubercules. Donc c'était une autre richesse
Et c'était une zone de la côte où il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de tubercules. Et donc c'était une autre façon d'avoir des ressources plus ou moins pérennes. Et je dirais pas qu'on cultive, mais ils savaient où trouver les tubercules, ils retournaient aux mêmes endroits, ils les laissaient repousser. Donc voilà, ils cultivaient pas, ils plantaient pas, mais on est déjà sur des phénomènes de sédentarisation avec ressources marines, tubercules. Et puis après, on savait qu'il y avait aussi des bonnes saisons pour les chasser. Donc ouais, on se rapproche un peu de l'esprit de la sédentarisation et du pré-néolithique, du paléo-néolithique.